à l'analyse mathématique des modèles de façon un peu générique, le calcul de R0 et de la taille finale d'une épidémie. D'accord. Donc, on revient ici sur des choses qu'on a déjà vues dans le cadre du modèle SIS et dans le cadre du modèle de Kermack et McKendrick, mais on les rend un peu plus générales de façon à expliquer globalement comment faire. D'accord. Bien sûr, là, je suis en train de parler d'analyse qualitative de systèmes dynamiques non linéaires, de systèmes d'équations différentielles non linéaires, et par conséquent, il n'y a pas de règle absolue, et il est possible que parfois vous ayez besoin d'utiliser des méthodes complètement différentes. Mais disons que ce que je vais expliquer ici est assez générique et normalement devrait marcher assez régulièrement. Alors, ce que je veux faire, il faut que j'arrive à changer de transparent. Bon, ça ne passe pas. Ce que je vais faire, c'est vous parler des étapes de l'analyse, du calcul de R0, du calcul de R0 par la méthode de matrice de prochaine génération. Je vais ensuite parler d'une variation sur cette méthode qui va nous amener dans un cas où on va pouvoir calculer la taille finale d'une épidémie dans le cadre d'un modèle épidémique, qui est quelque chose qui est assez pratique de pouvoir faire. Alors, les étapes de l'analyse, je vais commencer en mentionnant que la première chose que vous devriez faire, c'est essayer de déterminer si votre modèle est épidémique ou endémique. On a vu un exemple de chaque jusqu'à présent, le modèle SIS étant endémique, le modèle SIR de Kermack et McKendrick était lui un modèle épidémique. Et j'ai insisté sur le fait que c'est pas toujours facile d'analyser les deux de la même manière pour certaines raisons, et donc voyons comment faire. Donc je précise aussi qu'il y a souvent des confusions que l'on voit naître dans certains papiers, et enfin dans les travaux qu'on reçoit à expertiser. Euh, la façon dont vous analysez un modèle épidémique, ça va différer de la façon dont vous analysez un modèle endémique. Et il est important de savoir ce que vous avez. Donc il y a un premier test qui est assez simple, et comme j'ai déjà dit il y a une minute, ce n'est pas forcément un test qui va marcher à chaque fois, d'accord. euh, les problèmes d'analyse non linéaire de systèmes d'équalifs, c'est rapidement compliqué. Donc le premier test assez simple, la question est, y a-t-il de la démographie? Je vois qu'il y a une coquille dans mon transparent. Y a-t-il une démographie dans votre modèle? D'accord. Alors, je précise bien, on a regardé le modèle SIS par exemple, et on a vu que malgré la présence de démographie, on s'était arrangé pour la faire disparaître. La population totale était constante. Mais il y a quand même un flux au travers du système d'individus qui naissent dans le système et qui meurent. Donc c'est ça que j'entends par démographie. Ça ne veut pas forcément dire que la population totale change, mais ça veut dire qu'il y a un flux entrant et sortant dans le modèle. Si c'est le cas, typiquement, vous avez un modèle endémique. Euh, bon, d'autre part, une autre façon de caractériser qui est un peu plus générale ou un peu plus complexe selon les cas, c'est d'essayer de comprendre quelle est la nature de l'équilibre sans maladie. D'accord, je vais utiliser ESM ici partout pour indiquer l'équilibre sans maladie. Donc, essayer de déterminer la nature de l'équilibre sans maladie, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux quelle est la situation dans laquelle on est. Donc, je dirais que c'est l'étape 1 et demi, calculer l'équilibre sans maladie. De toute façon, il vous faudra le faire. D'accord. euh, Ce qu'on va faire pour calculer l'équilibre sans maladie, c'est supposer que les variables infectées sont égales à zéro.
D'accord? Elles ont une dynamique qui est nulle, elles sont à l'équilibre et à un équilibre sans maladie, donc à un équilibre avec zéro. Et ce qui va plus ou moins vous permettre de déterminer si vous avez un modèle endémique ou un modèle épidémique, c'est savoir si, quand vous trouvez votre point d'équilibre, est-ce qu'il est unique ou bien peut-être il peut y en avoir plusieurs, mais on va trouver une quantité dénombrable d'équilibres. Dans ce cas-là, on est dans la présence d'un modèle, en présence d'un modèle endémique. Et par contre, si votre solution est quelque chose de la forme, bien toute valeur de S va marcher, ce qu'on a, c'est un modèle épidémique. D'accord? Alors, si on a un modèle épidémique, alors les étapes, typiquement, c'est 1, calculer R0. Alors je précise bien, et je vais revenir là-dessus, en général, si vous avez un modèle épidémique, vous ne considérez pas les propriétés de stabilité asymptotique locale de l'équilibre sans maladie. Tout va à l'équilibre sans maladie. D'accord? Donc ça, c'est une caractéristique importante d'un modèle épidémique par rapport au modèle endémique, c'est que typiquement, on va toujours à l'équilibre sans maladie. Euh, Ensuite, ce que vous pouvez vouloir faire, c'est calculer la taille finale de l'épidémie dans le cadre du modèle épidémique. Si vous avez à l'autre extrême, disons, un modèle endémique, mais dans ce cas, la question, c'est souvent de déterminer, de calculer R0 et d'en déduire les propriétés de stabilité asymptotique locale de l'équilibre sans maladie. Vous pouvez vous intéresser à la direction de la bifurcation qui a lieu en R0 égale à 1, et ça je reviendrai dessus dans ce cours. Et vous pouvez aussi vous demander quelles sont les propriétés de stabilité asymptotique globale de l'équilibre sans maladie, ou même de l'équilibre endémique. Et bon, ça va être très compliqué, voire complètement impossible. D'accord? Donc ça, il faut bien être conscient que c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à faire, pour ne pas dire impossibles. D'accord? Alors, je parlais tout à l'heure, des fois je vais me faire disparaître ici pour qu'on voit bien les transparents. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de ne pas considérer la stabilité asymptotique locale de l'équilibre sans maladie quand vous êtes dans le cas d'un modèle, ou là, le transparent devrait dire épidémique, dans le cas d'un modèle épidémique. D'accord? Alors, j'explique pourquoi. Donc, ce qui se passe dans ce cas, c'est que je considère un problème aux valeurs initiales, là par exemple x' égale f de x, et avec une condition initiale x de t0 égale x0, et je vais noter x de t et de x0, la solution de ce problème, au temps t plus grand que t0, qui passe par cette condition initiale. D'accord? Et ce que vous savez, c'est que un point d'équilibre de ce système dynamique ici, de ce système d'équilibre ordinaire ici, c'est un point x étoile qui est tel que la valeur du champ en x étoile est égale à 0. Parce que si je substitue cette valeur x étoile dans cette équation ici, je vais obtenir que x' est égal à 0, puisque en x étoile, d'accord? Et donc, il n'y a plus de mouvement des solutions. Les solutions sont à un état stable. Donc, mettons que j'ai un point d'équilibre x étoile. Alors, la définition d'un équilibre localement asymptotiquement stable, c'est que on peut trouver un ensemble ouvert S qui contient l'équilibre x étoile, d'accord? Cet ensemble ouvert faisant partie du domaine de la fonction f, cet ensemble est tel que pour tout x0 que je prends dans cet ensemble, la solution qui commence en x0 appartient à S pour tous les temps. Et alors ça, c'est la stabilité locale. Et de plus, la stabilité est asymptotique si du reste, la limite de la solution est x étoile. D'accord? Alors, cette deuxième partie, elle est importante. Et je reviens.
Alors le problème qu'on a dans le cas d'un modèle épidémique, c'est que si on a un continuum de points d'équilibre, alors le point X étoile, il appartient à une courbe. C'est pas un point isolé, c'est un point qui fait partie d'une courbe. Rappelez-vous, quand on a regardé le modèle de Kermack et McKendrick, ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble de l'axe des S était un équilibre. D'accord? Ça veut dire que le long de cette courbe C, j'ai que des équilibres. D'accord? F de Y étoile est égal à 0 pour tout Y étoile appartenant à la courbe. Donc, encore une fois, je répète, par rapport au cas de Kermack et McKendrick, par exemple, c'était l'axe des S qui était un équilibre. Et dans ce cas, on dit que X étoile n'est pas isolé. Et si vous vous rappelez de la condition qu'on a énoncée pour la stabilité asymptotique locale, c'est qu'on veut pouvoir trouver un voisinage ouvert de notre étoile, de notre X étoile, qui est tel que quand on commence dans ce voisinage, on finit, d'abord on reste dans le voisinage, et d'autre part, on limite en X étoile. Mais ça veut dire, le fait que l'équilibre ne soit pas isolé, que tout voisinage ouvert que je prends de X étoile, il va contenir des éléments de ma courbe C. D'accord? Puisque X étoile fait partie de cette courbe, je prends un point donné dans cette courbe, mais tous les points proches de X étoile sont aussi équilibres. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est que si je prends un X0 dans la courbe, qui ne soit pas égal à X étoile, la limite c'est X0 et non X étoile. D'accord? Donc ce que ça veut dire ici, c'est que X étoile est localement stable. D'accord? La stabilité locale, ça veut dire que les solutions initiées près de l'équilibre restent près de l'équilibre. Ça sera vrai. Mais par contre, la solution n'est pas localement asymptotiquement stable, en le sens que si j'initie une solution non loin d'eux, mais pas en x0, eh bien cette solution va, si elle est dans C à l'origine, si elle est dans C, cette solution va rester là où je l'ai initiée. D'accord? Donc je n'ai pas la stabilité, j'ai la stabilité locale et pas asymptotiquement stable, locale. D'accord? Alors ça c'est important, parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous commencez à calculer les matrices jacobiennes, la matrice jacobienne c'est un moyen de détecter la stabilité asymptotique locale et asymptotique. D'accord? Donc la matrice jacobienne, elle ne peut pas vous donner des informations par rapport à l'équilibre. Alors maintenant, R0. Revenons-en à R0. Euh, on va montrer comment le calculer. Donc on a déjà vu R0. Ce que je vais vous raconter ici, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins discuté un peu plus en avant dans le cours. Donc si je peux regarder la définition, disons, verbale de la chose, le nombre de reproductions élémentaires, c'est le nombre de moyens de nouveaux cas générés par un individu infectieux que j'introduis dans une population complètement naïve. Et ce qu'on a vu en général, c'est qu'on a déjà discuté ça. Ce qui se passe, c'est que si R0 est plus grand que 1, alors chaque individu infectieux infecte en moyenne plus d'une personne, ce qui veut dire qu'il est très probable que vous allez assister à une épidémie, puisque les gens vont infecter en moyenne plus d'une personne. Et tandis que si R0 est plus petit que 1, ben, on ne va pas infecter de gens. Enfin, au bout d'un moment, pardon. Au bout d'un moment, je ne vais plus infecter assez et l'épidémie va mourir. Maintenant, au niveau du calcul mathématique, et ça on l'a déjà vu, mais je le répète ici, mathématiquement, R0, en fait, c'est un paramètre de bifurcation. Et ça, je pense que c'est important de garder ça en tête. Si vous êtes en train de faire un modèle mathématique en épidémiologie, gardez en tête que quand même, la façon dont on définit les choses, c'est pas tant la définition verbale que cette propriété-là. Il y a eu beaucoup de débats sur la nature de R0 il y a quelques années, et il y a des gens qui prennent les calculs que nous faisons comme étant la vérité ultime,
ce qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que vraiment, là où vous ne faites pas d'erreur en définissant R0, c'est quand vous le définissez comme je le fais ici. C'est-à-dire que R0, c'est un paramètre de bifurcation qui prend les paramètres du système et qui est tel que l'équilibre sans maladie perd sa stabilité locale lorsqu'on franchit R0 égale 1 de gauche à droite. D'accord? À gauche de R0 égale 1, l'équilibre sans maladie est localement stable, probablement localement asymptotiquement stable, d'accord? Et quand on est à droite de 1, de R0 égale 1, l'équilibre sans maladie est instable. Et donc, ce qu'on fait pour obtenir R0, c'est qu'on considère la linéarisation du système en équilibre sans maladie. Alors là, je suppose qu'on est en train de pouvoir calculer l'effet de la linéarisation, donc on est dans un cas endémique. D'accord et on considère la linéarisation du système en équilibre sans maladie. Et voilà. Alors, je précise que ça devient rapidement compliqué parce que la matrice jacobienne peut rapidement devenir très grande. Et en outre, il est assez fréquent qu'on obtienne des formes du nombre de reproductions élémentaires qui ne sont pas uniques. Alors, encore une fois, si justement vous prenez cette définition que j'ai donnée ici, au niveau mathématique, ça ne change rien quant à la nature de seuil de R0. C'est-à-dire que puisque R0 est un seuil qu'on franchit à R0 égale 1, que je prenne le carré de R0 ou la racine carrée de R0, ça ne change pas le fait qu'elle change la nature change au point R0 égale 1. Par contre, si vous utilisez votre calcul pour interpréter les valeurs des paramètres des modèles en fonction de ce que vous faites, eh bien il est possible que vous vous trompiez. Parce que justement, en tant que valeur de seuil, c'est tout à fait justifié comme technique, mais en tant que chose que je peux exploiter en fonction des résultats du modèle, c'est un peu moins sûr comme méthode. Alors, ce transparent, je l'ai déjà montré, donc je vais passer très vite. Je veux simplement illustrer le fait que, bon, on peut calculer R0, estimer R0 en fonction de choses, et il y a des valeurs très différentes selon les contextes, etc. Mais on reviendra sur ça plus tard dans d'autres cours. Alors, ici, je veux maintenant vous parler de la méthode de la matrice de la prochaine génération, qui est une méthode que j'ai utilisée. C'était le calcul, la deuxième version de mon calcul de R0 pour le modèle SIS. Et je vais vous expliquer en plus de détails en quoi consiste cette méthode. Alors, la méthode, en fait, elle a été proposée par Dickmann et Echterbeek. Echterbeek est quelqu'un qui a fait sa thèse avec le nom de la thèse de Echterbeek, c'est R0. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pas mal sur ça dans les années 90. Et lui et Dickmann ont fait, ont expliqué comment porter cette méthode qui existe déjà, je précise. C'est une méthode qui est quelque chose qui existe en écologie mathématique, mais qui n'était pas utilisée dans le cadre des épidémies. Et donc, mais ce que je vais vous montrer, en fait, c'est pas la méthode de Dickmann et Echterbeek qui est très générique. Je vais vous montrer plutôt la méthode de Van den Brich et Whatmore, qui est très connue parce qu'elle est très facile à appliquer. Alors l'idée, c'est qu'on va considérer uniquement les compartiments qui contiennent des individus infectés. On oublie, par exemple, si je suis dans le modèle SIS, et je l'ai déjà montré dans le modèle SIS, on oublie les individus susceptibles. On oublie les individus retirés du système, par exemple dans le cadre du modèle de Kermack et McKendrick. Alors je précise, cette méthode, elle s'applique dans le cas épidémique et dans le cas endémique. La seule chose, c'est qu'il y a une conséquence de la méthode qui est valable dans le cas endémique, qui ne l'est pas dans le cas épidémique. D'accord
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les variables d'état qui correspondent aux individus infectés et on écrit le système sous cette forme, x' égale f moins v, où f, c'est le flux entrant du fait de nouvelles infections, et v, c'est tous les autres flux. Et alors faites attention aussi, vous voyez bien que v sort avec un signe moins ici. D'accord? C'est important de se rappeler ça, c'est ça qui fait marcher le calcul. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on calcule les dérivées f, enfin j'écris f comme la dérivée de f calligraphique et v comme la dérivée de v calligraphique. Et donc on calcule ces dérivées par rapport aux variables infectées. Donc ce qu'on obtient, c'est une matrice jacobienne. Et on évalue en l'équilibre sans maladie. Et on définit le nombre de reproductions élémentaires R0 comme étant la racine, le rayon spectral, donc la valeur propre dont le module est le plus grand de la matrice F fois V inverse. D'accord. Alors je vais vous expliquer comment ça marche un peu plus de détails. D'accord. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les variables du système en général sous la forme d'un système où les m premières variables vont être les compartiments qui contiennent les individus infectés. Et donc de m plus 1 à n, on a les variables qui correspondent aux compartiments susceptibles, retirés, humains, ce que vous voulez. Tous les individus qui ne portent pas l'infection viennent plus tard dans l'énumération. Et on va noter X indice S, l'ensemble de tous les états sans maladie. Alors je reviens, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va y avoir des modèles. Je montrerai un exemple ou deux dans un autre cours. Il y a des modèles qui ont plusieurs équilibres sans maladie. D'accord ? C'est possible. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on note XS, l'ensemble de tous ces états. Donc c'est les états sans maladie. Et ce qu'on note aussi, c'est FI de X, le taux d'apparition de nouvelles infections dans les compartiments, VI+, le taux des transferts des individus vers les compartiments par tout autre moyen, et VI-, c'est le taux de transfert des compartiments vers l'extérieur. D'accord ? Enfin, pas forcément vers l'extérieur, d'ailleurs, je devrais dire des compartiments vers d'autres compartiments, mais non infectés. On suppose que les fonctions sont continuellement différenciables au moins 2 fois par rapport à chaque variable. D'accord ? Et en fait, donc, on se retrouve à noter la dynamique de xi comme f indice i, d'accord, moins vi de x. Alors, il y a un ensemble d'hypothèses que j'ai brièvement mentionné quand j'en ai parlé dans le modèle SIS, mais qu'on va regarder ici. Il y a 5 hypothèses qu'il faut vérifier. Alors, je les explicite ici, et en plus, je vous donne la vision, disons, biologique de l'hypothèse. La première, c'est que si x est une variable, x étant un vecteur, ok, si x est un vecteur à contenu non négatif, alors les champs que l'on définit, FI, VI plus et VI moins, sont aussi à valeur non négative. D'accord ? Donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on suppose que tout transfert avec un T, bon, désolé, j'ai dit théorie des transparents, pour chaque fonction représente un transfert dirigé, et donc elles sont toutes positives. Ensuite, on suppose que si xi est égal à 0, alors vi- est égal à 0. D'accord ? Et en particulier, si x est dans les états sans maladie, d'accord, alors vi- est égal à 0 pour tous les compartiments. Rappelez-vous, 1 à m, ce sont les compartiments qui ont de variables infectées. D'accord ? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on a un compartiment qui est vide, on ne peut pas avoir de transfert d'individus hors du compartiment du fait de la mort, de l'infection ou de tout autre moyen.
Essentiellement, une fois que j'ai vidé mon compartiment, donc typiquement je vais l'avoir vidé à l'équilibre, d'accord, mais quand j'ai vidé mon compartiment, je ne peux pas avoir d'excrétion du compartiment puisqu'il est vide. La troisième hypothèse, c'est que quand on considère les, rappelez-vous, FI, c'est les entrées dues à l'infection, bien ce que ça dit ici, c'est que il n'y a pas d'incidence pour des compartiments non infectés. Donc le seul endroit où il va rentrer des individus qui sont porteurs de l'infection, c'est dans les compartiments infectés, et donc c'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, on suppose que si on est dans l'un des états sans maladie, alors l'infection est nulle et les transferts entrants dans VI sont aussi nuls. D'accord. Bon. Et enfin, il y a une dernière petite hypothèse, et la raison pour laquelle je la mets en exergue plus que les autres, c'est que je vous montrerai un exemple. En gros, si la méthode de Van Dendrich et Whatmoor ne marche pas quelque part, c'est typiquement à cause de cette hypothèse A5. Et je vous montrerai un exemple où c'est le cas. Donc l'hypothèse A5, ce qu'elle dit, c'est que si on a un équilibre sans maladie du système, euh, il est, en gros, il est un équilibre du système sans maladie. D'accord. Donc la façon dont on fait ça, c'est en supposant que si on impose que f de x est égal à 0, donc il n'y a pas de transmission, alors toutes les valeurs propres de la matrice jacobienne évaluée en l'équilibre sans maladie sont à partie réelle négative. Et donc, comme je disais, si jamais vous vous trouvez en train d'employer la méthode et qu'il y a un petit problème, eh bien, ça sera certainement ce cas-là qui va avoir un petit problème. Et je vous montrerai donc un exemple spécifique dans un moment. Enfin, dans un moment, pas dans ce cours, hein, dans un autre cours. Alors, ce qui est bien, c'est que si on a fait le travail comme ceci, et que, j'ai encore quelques typos, quelques coquilles. Donc, supposons qu'on ait un équilibre sans maladie, un ou plusieurs, hein, d'accord, c'est pas important. Si j'ai un équilibre sans maladie et que je définis R0 en utilisant la méthode que je viens d'expliquer, si du reste les conditions A1 à A5 ont lieu, alors j'ai, quand R0 est plus petit que 1, l'équilibre sans maladie qui est localement asymptotiquement stable, tandis qu'il est instable si R0 est plus grand que 1. D'accord. Et donc, de ce résultat, si vous avez fait le travail comme il faut, de préparation, disons, vous déduisez aussi la stabilité locale de l'équilibre sans maladie, ce qui est important. Okay, parce que vous allez voir, je montrerai dans un cours à venir, que ça peut être compliqué des fois de calculer la stabilité locale, même dans les petits cas. On se retrouve avec des choses qui peuvent être un peu ennuyeuses. Et ici, ce que ça vous fait, c'est que ça réduit le problème de calcul de la stabilité locale de l'équilibre à la considération du système seulement les variables infectées. Donc ça va réduire énormément la taille du modèle que vous avez à considérer mathématiquement. Alors, il y a une chose sur laquelle je pense qu'il est très important d'insister, c'est ce que j'ai ici, c'est que je précise que ce que vous obtenez, c'est une stabilité asymptotique locale. Un autre exemple que je vais vous montrer un peu plus tard, c'est un cas où on a stabilité asymptotique locale de l'équilibre sans maladie quand R0 est plus petit que 1, mais il y a d'autres équilibres qui existent en même temps. Et donc en particulier, évidemment, la stabilité n'est pas globale. Toutes les solutions ne sont pas attirées par cet équilibre, puisque justement, il y a d'autres équilibres qui eux aussi attirent les solutions. D'accord. Donc il faut vraiment se rappeler que ce résultat que vous obtenez, il est local. C'est-à-dire qu'on peut exhiber un petit voisinage de l'équilibre sans maladie qui est tel que quand je commence dedans, je reste dedans et en fin de compte, je converge vers l'équilibre sans maladie. Alors,
une autre partie du papier de Van Andrich et Wetmore qui vaut le coup de regarder un petit peu et qui est beaucoup moins connu. C'est assez amusant. En fait, il y a un papier de Castillo-Chavez et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus qui c'est le deuxième auteur, qui regarde la même chose, qui fait essentiellement la même chose qu'ici. Mais je ne sais pas pourquoi ce papier, pour cette deuxième approche, ce deuxième problème, le papier de Castillo-Chavez est plus cité que celui-ci, alors que les méthodes sont extrêmement similaires. Donc l'idée ici, c'est de caractériser la direction de la bifurcation en R0 égale 1. Alors on n'a pas encore vu d'exemple où on avait des choses un peu exotiques, mais je viens de discuter un petit peu le fait que ça peut avoir lieu. Et on sait que ça a lieu, par exemple, dans des modèles avec vaccination un peu compliqués ou les modèles avec traitement. Et bon, je vais vous montrer des exemples de ça. Et j'ai insisté sur le fait que la stabilité était locale. Et là, justement, vous allez voir une caractérisation du fait que c'est important que de considérer la stabilité comme étant locale, puisque il est possible de caractériser d'autres équilibres. Alors, la méthode ici, elle travaille sur la variété centre. Donc, vous savez que quand vous êtes à un point de bifurcation, typiquement, vous avez des valeurs propres à partie réelle 0 ou les valeurs propres 0, c'est le cas. Et donc, en ce lieu, la dynamique est beaucoup plus compliquée. Et ce que le papier fait, c'est qu'il considère la dynamique en ce point R0 égale 1 et il établit comment, comment elle marche, plus ou moins. D'accord. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on considère mu comme étant un paramètre de bifurcation et on suppose qu'il est ce paramètre. Alors ça peut être n'importe quoi, d'accord. Si vous n'avez pas fait d'analyse de bifurcation, bon, ben, euh, ça vaut le coup de regarder. Et si vous en avez fait, vous savez de quoi je parle. C'est un peu compliqué de parler comme ça, mais bon, voilà. Donc je considère un paramètre. Ça peut être un paramètre de votre système, mais ça peut être aussi un groupement de paramètres et tout ça. De toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'on considère que ce paramètre, lorsqu'il est négatif, R0 est plus petit que 1, et lorsqu'il est positif, R0 est plus grand que 1. Et puis, on considère un point qui est un équilibre sans maladie, quelle que soit la valeur de mu. D'accord. Et on considère donc, c'est ce qu'on fait souvent en analyse de bifurcation, on considère que le système différentiel d'origine, mais on suppose qu'il est aussi paramétré par la valeur mu, le paramètre mu. Et on écrit la dérivée par rapport à la première variable, d'accord, en x0, et on l'évalue lorsque mu est égal à 0. Et ça, on voit que c'est la même chose que la dérivée de f de x0 moins v de x0 quand on l'évalue en r égale 1. Ce qu'on obtient, c'est que cette matrice dérivée ici, en fait, c'est cette matrice. Alors rappelez-vous, f, c'est la matrice qu'on a calculée avant. D'accord. V, c'est la matrice qu'on a calculée avant. Et pour V, on obtient aussi deux autres matrices, sur lesquelles je vais revenir dans une seconde, qui nous permettent de faire des calculs, vous allez voir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un certain nombre de grandeurs, d'accord. Donc on a les alpha LK, là, qui sont les éléments dans les matrices, justement, je parlais des matrices J2, J3 et J4 ici. Alpha, ici, sont des éléments dans cette matrice, moins J4 inverse fois J3, et on prend des vecteurs propres à gauche et à droite de la matrice jacobienne évaluée en R0 égale 1. On les normalise de telle manière à ce que leur produit soit égal à 1. Leur produit scalaire, si V est un vecteur ligne ici, puisque c'est le vecteur à gauche, sinon on écrirait V transposé W. D'accord. Et enfin, on définit ces deux quantités, A et B, qui impliquent la dérivée seconde du champ par rapport aux différentes variables d'état, d'accord. On calcule ces choses, c'est pas forcément toujours très facile, mais ça peut se faire. Et ensuite,
on reprend les hypothèses d'origine, A1, A1 à A5, et on suppose de reste en plus que la valeur propre 0 est simple. Donc en dx de f de x0, 0, rappelez-vous, j'ai dit c'est le point où R0 est égal à 1, donc il est automatique qu'on ait une valeur propre 0, puisque justement c'est un point de bifurcation. À gauche, le R0 égale 1, j'ai stabilité asymptotique locale de l'éclipse sans maladie. À droite, j'ai instabilité, et donc je sais que au moment où je passe R0 égale 1, il y a une valeur propre, au moins une seule, au moins une valeur propre, je veux dire, qui est égale à 1. Et là, justement, je suppose qu'elle est simple. Et donc, je définis A et B par les équations que j'ai données. Si on a B différent de 0, alors en fait, ce qu'on peut caractériser, c'est la chose suivante. On peut trouver un delta positif, tel que si A est négatif, alors il y a des équilibres endémiques localement asymptotiquement stables près de x0 pour mu entre 0 et delta. Et si A est positif, alors il y a des équilibres endémiques instables près de x0 pour mu cette fois-ci négatif. Alors, brève explication, ce que ça veut dire, c'est que si A est positif, on a une bifurcation à revers, et si A est négatif, on a une bifurcation à l'endroit. Je reviendrai là-dessus, d'accord? Je ne vais pas ici expliquer comment faire. Je vous montrerai en fait une application. Je ne pense pas que j'utilise ce résultat, mais je vous montrerai un cas où justement on pourrait utiliser ce résultat pour considérer ces problèmes. Ensuite, ce que je veux décrire un peu plus ici aussi, c'est la matrice de prochaine génération. Une autre façon de considérer la matrice de prochaine génération, et une façon qui va nous permettre en particulier de calculer la taille finale d'une épidémie lorsque on utilise cette méthode sur un système épidémique. Alors, ça, c'est un papier qu'on a publié avec Pauline et James, mais aussi avec Fred Brouwer et Jianhong Wu. C'est une méthode qui est très similaire à la méthode précédente. Elle est un peu plus constructive par moment lorsqu'elle s'applique. Elle s'applique moins régulièrement, elle s'applique à une plus petite classe de modèles que le résultat de Van den Riche et Wetmore. Mais lorsqu'elle peut s'appliquer, elle fournit des résultats qui sont un peu plus nets, souvent. Et surtout, comme je disais, elle est utile pour calculer la taille finale d'une épidémie lorsque vous avez un modèle épidémique au lieu de endémique. Et si la méthode ne marche pas, bien, faites une prochaine génération à la Van den Riche et Wetmore et ça marchera de façon générique. Alors, ce que je fais, c'est que je change un petit peu les notations qu'on a dans le papier pour les rendre un peu plus claires, parce que les notations dans le papier ne me plaisent pas beaucoup. Donc là, j'essaie de les rendre un peu plus faciles à utiliser. Donc, on va dire que le système est en forme standard si on arrive à l'écrire sous la forme qui suit, là. C'est-à-dire qu'on considère donc les compartiments susceptibles, infectés et retirés. Retirés dans le sens de Kermack et McHenry, en gros, ça peut être aussi des compartiments immuns, mais ce qui est important, c'est le fait qu'on les enlève de l'infection. Et donc, on suppose qu'on peut écrire le système sous cette forme. Les S sont des vecteurs potentiellement, s'il y a plusieurs types de susceptibles. Les I et les R sont aussi des vecteurs. On suppose qu'on a des conditions initiales positives et qu'au moins l'une des composantes de I0 est strictement positive pour éviter le cas trivial, parce que vous voyez dès cette écriture-là que si je pars avec I égale 0, ben cette équation va rester identiquement nulle, essentiellement. Et donc, en fait, je vais me retrouver avec un système trivial, comme on l'a vu dans le cas du modèle SIS ou le cas du modèle de Kermack et McHenry. Alors, je vais expliquer un petit peu les termes qui apparaissent ici. Donc, pour l'équation en S, ce qu'on a, c'est ce premier terme ici, c'est le recrutement. Et la mort, ça fait les deux.
le recrutement et la mort des individus non infectés. La matrice D, ici, c'est une matrice diagonale, et les entrées de cette matrice, les éléments de cette matrice, sigma i, sont les susceptibilités relatives des compartiments susceptibles. On suppose que le premier compartiment susceptible est normalisé à une susceptibilité égale à 1, et après on explicite les autres par rapport à ça. Je vous montrerai, je ne vais pas le faire, c'est pas dans ce cours, mais l'un des cours qui vient, je ne me rappelle plus le numéro, a toute une considération de l'utilisation de ce genre de méthode sur des modèles divers. La fonction bêta ici, c'est une fonction à valeur scalaire. Alors c'est là l'un des problèmes de la méthode. C'est-à-dire qu'on suppose que bêta est à valeur scalaire. Alors on peut matiner les choses un petit peu avec justement certains des paramètres qu'on a ici. Mais on suppose quand même qu'il y a une sortie scalaire qui représente l'infection. D'accord. Et par exemple, si on a une loi d'action de masse, en fait, on suppose que bêta de SI et de R est égal à bêta, une constante. Et enfin, on a un vecteur ligne qui décrit H, qui décrit la transmission horizontale relative par rapport aux différents compartiments. Ensuite, pour l'équation en I, on a, en plus de ce qu'on a déjà vu, bon, je reliste ici ce qu'on a déjà vu, mais donc on a vu D, bêta et H, mais on rajoute à cette équation pi, qui est une matrice qui indique la fraction des individus dans le Jème compartiment susceptible qui entre dans le Im compartiment infecté. D'accord. Parce que comme je le disais, on peut avoir plusieurs compartiments susceptibles, plusieurs compartiments infectés, et il faut donc décrire comment les flux ont lieu entre les différents compartiments, et typiquement on fait ça par la matrice pi. Et enfin, la matrice V, c'est une matrice diagonale, pardon, c'est pas une matrice diagonale, c'est une matrice qui décrit les transitions entre états infectés et les transitions hors de ces états, du fait de la guérison ou de la mort. Et ça, c'est essentiellement la matrice V qu'on a dans le calcul de la prochaine génération que je viens d'expliquer. Donc, c'est les flux au sein des compartiments infectés et des compartiments infectés vers l'extérieur de ces compartiments. Hop. Enfin, l'équation en R elle utilise deux autres fonctions. D'abord, elle a une fonction qui encode les flux vers et hors des compartiments du fait de l'immunisation ou d'autres processus du même genre. Et elle a une matrice W qui décrit le taux de mouvement du compartiment infecté vers le compartiment retiré. Et encore une fois, comme je le disais, je vais vous montrer dans un autre cours précisément comment utiliser ça, parce que bon, les notations ne sont pas forcément évidentes, mais une fois qu'on le voit marcher sur un modèle ou deux, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors, ce qu'on fait, c'est que, alors là, je suis pour le moment, je vous rappelle, je reviens au système général, j'ai une naissance et mortalité ici dans les susceptibles, j'ai des flux qui peuvent sortir, donc ça c'est l'infection, mais j'ai des flux aussi qui peuvent sortir euh, des, des compartiments infectés, j'ai des flux qui peuvent sortir des compartiments retirés, donc j'ai un modèle essentiellement endémique, potentiellement endémique. D'accord. Donc pour le début de l'analyse, on regarde un modèle endémique et pas forcément. On regarde un modèle général et on suppose que si que 0 c'est un équilibre sans maladie, localement asymptotiquement stable du système sans maladie. D'accord. Donc si je considère ce système juste en S' et en R', ça c'est ce qui décrit la dynamique du système. Si je fais abstraction de la maladie, donc j'enlève l'équation pour I', j'enlève les flux vers I' et depuis I',
et je considère seulement ça. Donc voilà ce qu'on appelle un équilibre sans maladie de ce système sans maladie. Et on définit ensuite R0 comme étant cette quantité-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez de la même manière qu'on l'a vu dans le modèle, dans la méthode de Van den Riesch et Wetmore, on a l'inverse de la matrice V fois un ensemble de choses. Je vous rappelle que D est une matrice, H est un vecteur ligne. Bon, il y a une variété de choses qui interviennent là-dedans. Et avec ce R0, si l'équilibre sans maladie, si R0 est plus petit que 1, ben l'équilibre sans maladie est un équilibre localement asymptotiquement stable du système d'origine. Et s'il est plus grand que 1, l'équilibre est instable. Voilà. Et alors bien sûr, ça c'est dans le cas d'un modèle avec démographie. S'il n'y a pas de démographie, le R0 est valable, de la même manière que je précisais avant qu'on pouvait utiliser le modèle, la méthode de Van den Riesch et Wetmore dans le cas où il n'y a pas de démographie, mais on peut l'utiliser, mais on n'a pas de conclusion par rapport à la stabilité asymptotique locale de l'équilibre. Là, c'est la même chose. Je peux utiliser la méthode. La seule chose, c'est que quand je l'utilise sur un modèle épidémique, je n'ai pas de conclusion sur la stabilité parce que ce qui se passe, c'est que tout va à zéro au niveau des infections. Mais maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette méthode pour calculer la taille finale d'une épidémie. C'est là où je pense que la méthode est vraiment utile par rapport à ce qu'on a vu avant. Et donc, évidemment, alors je l'ai déjà fait remarquer, mais je devrais peut-être le redire ici, la méthode de calcul de la taille finale d'une épidémie ne marche pas dans le cadre d'un modèle endémique. Parce que si vous êtes un modèle endémique, évidemment, vous obtenez une valeur, euh, vous tendez par exemple vers une valeur positive d'équilibre, strictement positive de l'équilibre en le nombre d'infectés. Et ce que vous allez avoir, c'est que la taille finale, évidemment, cet équilibre il est valable jusqu'à l'infini. Et donc la taille finale, on ne sait pas vraiment ce que c'est, elle va être infinie parce que vous intégrez une constante sur une infinité de temps, mais ça ne nous apporte pas grand-chose. Okay, donc la taille finale, c'est vraiment un problème soit numérique sur un temps donné avec un modèle épidémique, soit un problème mathématique et numérique dans le cadre d'un modèle épidémique. Alors, le système que je vous ai montré avant, si je suppose qu'il n'y a pas de démographie, eh bien, il se simplifie beaucoup. D'accord. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est une espèce de généralisation du modèle de Kermack et McHenry qu'on a vu avant. C'est un modèle SIR. Il n'y a pas de démographie, donc il n'y a pas d'entrée dans le S. Il n'y a pas de dynamique spécifique à R par rapport à l'ajout, le retrait d'individus. On a un modèle qui est de la forme moins bêta SI moins gamma I et gamma I. D'accord. C'est l'équivalent du modèle de Kermack et McHenry en utilisant les termes qu'on avait avant. Et je prends les mêmes notations que j'ai utilisées dans le cours sur Kermack et McHenry. Si j'ai une fonction continue à valeur positive, là je suppose qu'elle est à valeur dans Rn+, okay, donc elle est potentiellement vectorielle. On définit W infini, la limite de W de t, évidemment par entrée, par élément, et on définit W chapeau comme étant l'intégrale de la fonction sur 0 l'infini, encore une fois, entrée par entrée. Ensuite, on définit un vecteur ligne gamma qui est donné par l'évaluation de ça. D'accord. Pas vous faire le calcul. Et ce qu'on trouve alors, c'est que quand on définit gamma comme ça, ben R0, c'est simplement gamma fois S autant 0. C'est gamma qui représente en gros l'infection. Rappelez-vous que dans le modèle de Kermack et McHenry, le R0 il est donné par bêta sur gamma multiplié par S de 0. Mais là c'est l'équivalent, c'est gamma fois S0, où gamma est défini comme ça. Alors, pour simplifier la chose, supposons que l'incidence soit une action de masse. Et comme j'avais dit, si c'est action de masse, alors on suppose que la fonction bêta de SIR, c'est juste bêta.
Et donc on va exprimer SI en l'infini. Donc rappelez-vous que c'est ce qu'on veut dire là, c'est quelle est la limite de SI. Euh, on va l'utiliser, on va la définir en fonction de S1 de l'infini en utilisant cette expression ici. C'est-à-dire que SI de l'infini, c'est SI en 0 fois le rapport de S1 en l'infini par S1 en 0 à la puissance sigma I sur sigma 1. Rappelez-vous que sigma I, c'est les éléments dans la matrice D diagonale qui indiquent quelle est la susceptibilité des différents compartiments. Ensuite, on substitue cette valeur dans l'équation que vous voyez ici. Et ce que vous obtenez là, c'est une relation de taille finale pour le système général. Quand le SI de 0 est strictement supérieur à 0. Encore une fois, ça sera beaucoup plus facile à comprendre sur un exemple. Euh, Un cas particulier, par exemple, c'est que si je prends un modèle à la Kermack et McHenrich, donc où il n'y a qu'un m égale 1, ça veut dire qu'il y a un seul compartiment susceptible, eh bien l'équation, en fait, elle se réduit à l'équation qu'on a vue essentiellement dans le cours sur Kermack et McHenrich, d'accord. Vous voyez cette forme-là, qui est en gros celle que l'on a vue dans le cadre de Kermack et McHenrich, à part que dans Kermack et McHenrich, c'était beaucoup plus simple ici. C'était R0 fois I0. Euh, L'ensemble du reste était similaire. Si vous avez d'autres fonctions d'incidence, en fait, vos relations de taille finale ne sont plus des égalités, mais des inégalités. Vous pouvez les exprimer comme ça. Euh, Et parce que bon, ce qui marche bien, c'est la fonction d'incidence en loi d'action de masse. Si vous n'avez pas une fonction d'incidence en loi d'action de masse, ben, c'est un peu plus pénible, mais bon, ça se fait quand même. Et une dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'est j'ai fait remarquer que notre méthode, c'est celle que je viens de vous présenter, par exemple, elle ne marche pas très bien. Euh, il y a beaucoup de cas que je peux exhiber assez facilement où elle ne marche pas. Euh, et, mais ça reste très important d'essayer de calculer la taille finale. C'est un problème mathématique qui est très intéressant. Et là, je vous donne trois exemples de papiers qui, je pense, sont intéressants à ce sujet. Donc, il y a un papier d'Andreasen, il y a un papier de Lunelli et Pugliese, il y a Magal, Seili et Glenn Webb. Euh, et ce sont des papiers qui ont considéré des tailles finales dans le type de modèle que notre méthode que j'expliquais ne couvre pas. Et c'est tout pour ce côté-là. Mais donc, comme j'ai déjà dit, je précise que il va y avoir, euh, vous allez revoir des applications des différentes méthodes que je vous ai présentées ici dans certains des autres cours.